Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. On commence avec les concertations nationales. Le secrétariat technique sera nommé ce mardi. L'annonce a été faite par le président du Sénat, Kengo Adondo, ce lundi à l'issue d'une réunion avec Obama Minaku, co-président du Présidium au Palais du Peuple. Plusieurs points ont été examinés au cours de cet échange. Les deux présidents du Présidium ont confirmé la tenue des concertations dans quelques jours. Crispin Chibasso. Après cette poignée de main, les deux présidents du Présidium des concertations nationales, nommés par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, ont longuement conféré au Palais du Peuple. Obama Minaku et Kengo Adondo ont démontré leur volonté de voir les assises des concertations nationales se tenir dans un bref délai. Faisant la restitution, Léo Kengo Adondo a précisé sur les thématiques des concertations nationales. Les concertations portent sur 5 thématiques. Réforme institutionnelle, économie, secteur productif, finances publiques, démobilisation, désarmement, réinsertion et rapatriement des groupes armés, conflits communautaires, paix, réconciliation nationale et enfin décentralisation et renforcement de l'autorité de l'État. La machine des concertations nationales tourne déjà et les composantes n'ont pas été oubliées. Nous allons, dans les jours qui viennent, recevoir les 3 composantes, la majorité, l'opposition et la société civile. L'harmonie, la complicité et la complémentarité caractérisent le Présidium des concertations nationales, coprésidé par Obama Minaku et Kengo Adondo. Il y a une coprésidence, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, et donc c'est d'une seule voix que nous exprimons. Combattre la balkanisation de la RDC par l'établissement de la concorde et la cohésion nationale, c'est le but primordial des concertations nationales. Affaire ultimatum de la MONUSCO, la mission de l'ONU pour la stabilisation au Congo n'est pas revenue sur sa décision de traquer tout détenteur illégal d'armes à feu à Goma et ses environs. Le porte-parole militaire de la MONUSCO, le lieutenant-colonel Félix Sobas, a tenu à faire cette mise au point ce lundi. Il n'y a donc pas eu, selon lui, un rétropédalage de la MONUSCO, comme cela a été rapporté par certains médias. Les précisions avec Gloria Kumwimba. Alors que la nouvelle brigade d'intervention avait fixé aux rebelles un ultimatum de 48 heures, ordonnant leur désarmement, le commandant de la force était finalement revenu sur cet avertissement. Pour lui, cet ultimatum n'en était pas vraiment un, mais plutôt une opportunité pour les groupes armés de coopérer. Et ce lundi, le porte-parole militaire de la MONUSCO a voulu éclaircir l'opinion sur cette confusion. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes restés conformes à notre déclaration. Une fois que ce délai a expiré, nous sommes en train de mettre en œuvre tous les mécanismes retenus à cet effet afin de rendre cette zone complètement sécurisée. Dans un communiqué publié le 30 juillet dernier, la MONUSCO avait dit considérer toute personne ne faisant pas partie des forces de sécurité nationales et possédant une arme à feu à Goma et dans les localités situées au nord de la ville comme une menace imminente pour les civils. Quelques heures seulement après le lancement de cet ultimatum, s'ouvrait dans la capitale kenyane un sommet réunissant les chefs d'État des Grands Lacs. Et selon des sources à Nairobi, le président ougandais Yoweri Museveni aurait fait part de ses préoccupations à Mary Robinson, l'envoyé spécial de l'ONU dans la région. Il estime qu'avec cet ultimatum, la MONUSCO risquait de mettre de l'huile sur le feu, alors que les négociations entre le M23 et le gouvernement congolais sont déjà au plus mal, des négociations chapeautées justement par le président ougandais. Et au quartier général de l'ONU, on assure qu'il s'agissait simplement d'un problème de communication, d'autant que la zone de sécurité concernée n'englobe pas les positions sous contrôle du M23. Cet ultimatum de la MONUSCO avait le total soutien du gouvernement de la RDC parce qu'il s'inscrivait dans le droit fil des recommandations faites à la MONUSCO par la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, avait déclaré le porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende.
Autre chose, comme chaque lundi, la troïka stratégique s'est tenue à la primature. Vous vous rappelez sans doute que le gouvernement avait publié un rapport élaboré par les consultants sur le phénomène de commerce triangulaire, un phénomène qui contribue à une augmentation de prix des biens de consommation. C'est justement ce point qui était au centre des échanges à la primature et le gouvernement a levé l'option de soutenir certains opérateurs congolais œuvrant dans ces secteurs. Et s'agissant du prix du ciment gris, le vice-premier ministre et ministre du budget, Daniel Moukoko Samba, a promis l'arrivée d'un tonnage important. On l'écoute. Au cours de la réunion d'aujourd'hui de la troïka stratégique, nous avons levé l'option pour le gouvernement de soutenir certains opérateurs congolais qui ont de l'expérience dans ce secteur, de manière à nous donner, nous, gouvernement, des intervenants dans ce secteur qui vont travailler de manière à ce que progressivement nous puissions mettre un terme à ces pratiques de fragilisation de notre économie et qui, bien sûr, comme vous le savez, concourent à l'augmentation des prix des produits qui sont les plus consommés dans le pays. Bon, pour le prix du ciment, je pense que la situation se normalise. Ce à quoi on a assisté, c'était simplement le fait de la spéculation à cause du ralentissement de l'importation du ciment gris dans le pays pendant une certaine période. Les choses vont se normaliser progressivement. On attend l'arrivage de tonnages importants de ciment qui devront donc, nous l'espérons, concourir à la stabilité dans ce secteur. Diminuer le coût des importations en favorisant la consommation locale pour améliorer la situation alimentaire des Congolais reste la priorité de la réserve stratégique générale. Et en dehors des champs des vivres de première nécessité, Nsita Wakenge, directrice générale de la réserve, se penche aussi sur l'élevage pour un développement agroalimentaire local. L'agriculture n'est pas le seul apanage de la réserve stratégique générale, dont la mission est de faire face à toute situation de crise alimentaire éventuelle. L'élevage aussi fait partie intégrante de la lourde mission que le chef de l'État Joseph Kabila leur a donnée, celle de permettre à sa population de consommer congolais en vue de favoriser la production locale pour diminuer l'importation de produits de première nécessité. Ici sont entretenus des porcs, dindons, poules, canards, des étangs fortement poissonneux. Plusieurs autres activités agroalimentaires sont en étude pour permettre à ce que ces terrains puissent être utilisés à bon escient. Preuve que la directrice générale de ces structures, Ndonasita Wakenge, ne cesse de multiplier des stratégies pour le bien-être de la population. Sur ce même site, la récolte du manioc est abondante, destination le site d'Mbenzale pour sa transformation. Autant d'initiatives à impact visible que la réserve stratégique générale ne cesse de concevoir, tant en milieu urbain que ruraux. Sachez également que l'exploration sur le Graben Albertine au nord-est de la République démocratique du Congo a déjà commencé. Et dans l'espoir de la découverte d'un éventuel gisement du pétrole, la société Wild of Congo a déployé une grande équipe depuis plusieurs mois pour y mener des études géophysiques. Il faut dire que cette opération lui a coûté jusqu'à 30 millions de dollars américains. Cette société mène ses activités sur le bloc 1 et 2. Claude Biringanine nous en dit plus. Ne vous fiez pas à sa tranquillité. Le lac Albert peut constituer un véritable tournant économique pour la RDC si les études en cours confirmaient l'existence effective d'un gisement de pétrole ici. La société Oil of Congo, où l'investisseur israélien Dan Gertler est le principal actionnaire, explore le bloc 1 et 2 du Graben Albertine au nord-est du pays. L'espoir chevillé au corps, c'est une importante expertise géophysique qui est à pied d'œuvre depuis plusieurs mois. Ça, c'est absolu. Je crois qu'avec l'avènement de cette compagnie et la découverte du pétrole dans la région, si on se met à l'exploiter, ça va apporter beaucoup d'opportunités économiques à la région et ça va être le boom économique de la région et pourquoi pas de tout le pays. C'est donc toute la cité qui verra sa vie basculer. L'entreprise a déjà annoncé les couleurs à travers ses œuvres sociales, comme dans ce centre hospitalier de Kasséni, une localité enfouie dans la province orientale. Je peux dire que 90% de ce qu'il y a comme ressources financières provient de Olof DRC.
Donc Olof DRC assure l'approvisionnement en médicaments, pratiquement autour de $5 000 de médicaments chaque mois. Olof DRC assure la prime du personnel, donc les médecins, et également les frais de fonctionnement. Extraire le pétrole dans le lac Albert, le pari semble tenir la route, d'autant plus que de l'autre rive en République ougandaise, avec laquelle la RDC partage ce patrimoine naturel, l'exploitation aurait déjà commencé. On prend le large dans ce journal après la victoire de Robert Mugabe pour un nouveau mandat à la tête du Zimbabwe. Déjà des réactions des chefs d'État. Ce lundi, c'est Jacob Zuma d'Afrique du Sud qui a annoncé son soutien à Robert Mugabe. Le chef de l'État sud-africain a même appelé l'opposition zimbabwéenne au respect de cette victoire. Sur cette photo, la frontière qui sépare les deux nations. Une frontière commune de deux anciennes colonies britanniques, point de passage des nombreux travailleurs immigrés zimbabwéens installés en Afrique du Sud, dont le nombre est estimé à 2 millions environ. C'est peut-être ça qui explique le fait que le gouvernement sud-africain soit le premier à se manifester en faveur de la victoire de Robert Mugabe. En effet, Jacob Zuma a félicité dimanche 4 août son homologue zimbabwéen pour sa réélection. Le chef de l'État sud-africain a également appelé tous les partis à accepter le résultat que l'opposition rejette en dénonçant des fraudes. Situation qui ne change en rien la position de Jacob Zuma, qui soutient que l'Afrique du Sud est prête à poursuivre son partenariat avec le Zimbabwe dans la poursuite d'une coopération mutuellement bénéfique. Espace de liberté et refuge pour de nombreux opposants africains, l'Afrique du Sud est fréquemment accusée de fermer les yeux sur le manque de démocratie chez ses voisins. En réaction, l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition dans le pays, a réagi immédiatement. Ses membres accusent le chef de l'État de miner la démocratie en félicitant son ami Mugabe pour son élection, selon eux, volée. Ils indiquent que ces félicitations sont non seulement extrêmement prématurées, vu les très sérieuses irrégularités notées dans les élections, mais honteuses, légitimant des pratiques non démocratiques durant une élection. Robert Mugabe a toujours pu compter sur l'amitié de dirigeants de l'ANC, parti au pouvoir en Afrique du Sud, très proche de la ZANU-PF, pour ses liens contre la domination blanche dans les deux pays. On revient à Kinshasa, on en sait un peu plus sur le programme des obsèques du chantre chrétien Alain Moloto, président fondateur du groupe Adorant l'Éternel, qui s'est éteint vendredi 2 août. Après une longue maladie, la levée du corps est prévue pour le vendredi 9 août prochain et sera exposée au stade des Martyrs. À ce sujet, le président de l'association des musiciens chrétiens du Congo, le frère Patrice Ngoyi Moussoko, depuis la province du Bandundu, il se trouve actuellement, a appelé tous les musiciens à se mobiliser pour rendre un hommage mérité à l'un des leurs. Il a été joint au téléphone par Kadikou là-bas. Oui, c'est vrai, c'est touchant. Avant de quitter Kinshasa, parce que je suis absent à Kinshasa, j'étais avec Alain Moloto à des reprises. J'ai parlé avec lui, mais comme on ne connaît pas le jour de la mort, là, je viens d'apprendre ça juste hier, parce que je suis en province, je suis déconnecté vraiment de tous les réseaux téléphoniques. Et là, je rentre déjà, et je crois, demain mardi, le soir, je serai déjà à Kinshasa. Et je profite de cette occasion pour appeler tous les yaya, tous les aînés, parce qu'on vient de m'apprendre que tout le monde peut-être qu'il y a en province, il y a un déplacement, les aînés de la musique chrétienne. Et là, je leur demande vraiment de causer avec leurs producteurs, leur demander cette faveur que nous devons tous être autour de notre frère qui vient de nous quitter. Nous devons tous rentrer cette semaine. Et je profite de cette occasion que dès que je rentre, je verrai un peu la famille. Si on pouvait nous accorder cette mesure de grâce, que le corps de notre frère puisse sortir la semaine qui commence là. Et je demande aussi à tous les musiciens chrétiens de contacter le bureau, parce que le bureau de l'AMCC, notre comité, a réunion chaque fois sur Kimbondo 441. Et tout de suite là, comme je vous parle, ils sont déjà en réunion. Et restons unis et essayons vraiment de faire un effort afin que les gens sentent que nous sommes vraiment un. Tous les jeunes talents, faites-vous enregistrer, parce que nous devons organiser même la louange, l'adoration à l'honneur de notre Seigneur ce jour-là. Nous devons nous organiser, ma soeur, parce que notre frère est un grand responsable, Alain Moloto. Il a une famille et les enfants qu'il a laissés, et nous devons nous mettre ensemble pour parler un peu à ce sujet, voir comment la famille pourra s'en sortir, parce que nous, désormais, nous restons à jamais leur papa. Nous devons nous organiser. Je crois que c'est pas au téléphone que je peux vous relater tout, et puis surtout vous dire les programmes que nous devons tracer.
En sport, nous parlons des compétitions africaines interclubs qui se sont déroulées sur le continent pour le compte de la deuxième journée de la phase des groupes. En Ligue des champions de la CAF, l'AC Léopard de Dolisie a battu Zamalek 1-0 et le national Al-Ali du Caire a courbé les Chines à domicile devant les Sud-Africains d'Orlando Pirates. Score de la partie 0-3.